messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce soir. Voici les titres de cette édition. En Italie, le Premier ministre Abdulkadir Kamel Mohamed a participé en marge de son déplacement à Rome, la plénière consacrée aux technologies aérospatiales impliquées à l'agriculture. Au Nouvel Mondial au Brésil, des montagnes de déchets ont été remplacées par une immense zone verte couverte de mangroves. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, un communiqué qui nous parvient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui communique que la République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté le coup d'État en République du Niger. La République de Djibouti appelle les auteurs de ce coup d'État inconstitutionnel en violation des principes démocratiques chèrement acquis par la République du Niger et son peuple à la libération immédiate et sans condition du président démocratiquement élu, son Excellence Mohamed Bazoum. La République de Djibouti, en sa qualité de président de l'autorité intergouvernementale pour le développement, appuie les efforts de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale déployés pour soutenir le gouvernement légitime en place afin de préserver l'ordre constitutionnel. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, son Excellence M. Abdulkader Kamel Mohamed, a participé en marge de son déplacement à Rome, la plénière consacrée aux technologies aérospatiales appliquées à l'agriculture. Lors de sa participation à cette plénière, le Premier ministre a prononcé un discours défendant l'importance cruciale de ces technologies pour lutter contre les famines chroniques, les changements climatiques et les pandémies qui affectent la planète. Le Premier ministre a rappelé que la République de Djibouti s'est engagée dans l'ère spatiale, comme elle s'est engagée à développer une recherche scientifique de haut niveau dans la lutte contre les changements climatiques et pour la sécurité alimentaire. Le premier nanosatellite fabriqué par des ingénieurs et techniciens djiboutiens sera lancé en novembre 2023, permettant déjà une imagerie de base et un outil de suivi des stations hydroclimatologiques surveillant le bassin versant de l'oued d'Ambouli qui a causé par le passé 2 graves inondations. Un deuxième nanosatellite sera lancé au courant de l'année 2024, selon le Premier ministre. On écoute à présent l'allocution du Premier ministre djiboutien à la tribune de la plénière consacrée aux technologies aérospatiales appliquées à l'agriculture. Voici à ses propos. La planète connaît des famines chroniques depuis plusieurs décennies, accentuées par les changements climatiques et les pandémies. Ces famines sont source de conflits, source de migration, de pertes humaines et animales très importantes. Il s'avère donc indispensable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations à travers la prévention des aléas du climat, la lutte contre les ravageurs des cultures et aussi une meilleure gestion de l'eau et des terres par la collecte des données et de leur traitement. Notre pays, Djibouti, dans la région de la Corne de l'Afrique, dispose d'un territoire très accidenté, dont l'accès ne facilite pas la récupération des informations de nos stations climatologiques installées dans le pays, en termes de température, de pluviométrie et en temps réel. Et d'hydrométrie aussi, c'est très important. Alors, nous avons opté pour d'autres moyens pour disposer de ces données et de collecter ces données, à savoir disposer des satellites est pour nous un moyen efficace pour remédier à cette situation et de mieux comprendre
les enjeux environnementaux auxquels notre pays et d'autres pays de la région font face. Par conséquent, les technologies aérospatiales sont aujourd'hui parmi les plus prometteuses pour une gestion durable des ressources. Elles interviennent directement ou indirectement sur l'ensemble de ces 5 pistes d'action proposées en 2021 par le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Mon pays s'est engagé dans l'ère spatiale comme elle s'est engagée à développer une recherche scientifique de haut niveau dans la lutte contre le changement climatique. En marge de sa participation à la plénière consacrée aux technologies aérospatiales appliquées à l'agriculture, Son Excellence le Premier ministre djiboutien et sa délégation ont eu des entretiens avec le président du FIDA, avec lequel il a été convenu la mobilisation des ressources pour un certain nombre de projets à travers son leadership. Le FIDA, très attentif au programme résumé dans le pacte national de sécurité alimentaire soumis par la République de Djibouti, s'est engagé de faire le nécessaire et accompagner le pays pour mobiliser les partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux autour de cet ambitieux programme. Enfin, il a été question des projets de développement sur la chaîne des valeurs pour lesquels le FIDA a introduit une requête auprès du Fonds vert pour le climat. Cette rencontre a été suivie par une réunion de travail avec la directrice exécutive du PAM. Il a été question de parcourir ensemble les impacts de différentes interventions de cet organisme qui dispose d'une plateforme de dispatching à Djibouti. Lors de ces échanges, le Premier ministre a sollicité une meilleure couverture des besoins du pays, en particulier à l'endroit des populations rurales et les populations flottantes vivant au sein de la capitale et par conséquent augmenter le volume des produits alimentaires destinés à Djibouti. Le Premier ministre n'a pas manqué de féliciter le PAM pour sa contribution auprès du ministère de la Solidarité pour l'appui alimentaire et le transfert monétaire. Il a exhorté le PAM à évoluer vers un processus basé sur une chaîne de valeur permettant l'autonomisation des bénéficiaires par graduation pour accompagner leur employabilité. La directrice exécutive s'est engagée en coordination avec l'équipe pays à prendre en compte la demande du pays est de tout mettre en œuvre pour son exécution dans le meilleur délai. Autre actualité de ce journal, en Tanzanie, Dar es Salaam, mercredi soir, les chefs d'État et des délégations africains ont adopté à l'unanimité la déclaration sur le capital humain lors du sommet de Dar es Salaam 2023. La présidente Samia Suluhu Hassan a déclaré que le développement du capital humain était essentiel pour réaliser une résilience durable et une croissance inclusive en Afrique. Lors du sommet, la présidente a souligné l'importance de l'investissement dans les êtres humains par le biais d'une éducation de qualité, d'une alimentation domestique, de la création d'emplois et du développement des compétences afin d'améliorer les résultats sociaux et économiques sur les continents. La déclaration adoptée se concentre sur 7 domaines clés qui joueront un rôle essentiel dans le développement du capital humain en Afrique. Alors que le continent africain fait face à des divers défis, la volonté politique exprimée lors du sommet de Dar es Salaam 2023 inspire l'espoir d'un avenir meilleur et plus prospère pour les générations futures. Les pays africains sont désormais engagés à investir de leur capital humain, reconnu comme un pilier essentiel de la prospérité à long terme. C'est dans la journée du mercredi 26 juillet que le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, son Excellence M. Hassan Ahmed Ibrahim, s'est rendu dans la région de Dikil pour constater des visu les travaux de reconstruction de la route nationale 1, précisément du tronçon d'Agueirou-Galamo. Ont participé à cette visite le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Roble, le vice-président du conseil régional, M. Gourou Ibrahim Abdallah, le directeur de cabinet de la présidence, M. Mohamed Sader, le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, M. Soubane Saïd Ismail, le directeur général du DPCR également, M. Abdi Ibrahim Farah, ainsi que les représentants de la société contractante Al Ayoun et la société sous-traitante et le cabinet du consultant Saudi Tech.
La délégation s'est conduite par le ministre a procédé également à la visite des travaux et des ouvrages dans les localités de Alambaltou, Galamo, Garabès et Gourambous. Après avoir sillonné le long du corridor, le ministre a présidé une réunion de travail dans la base vide de l'entreprise à Yoboki avec les parties prenantes de ce projet. Il faut noter également que malgré les retards enregistrés, les travaux ont repris et s'effectuent dans de bonnes conditions. L'entreprise s'est engagée à augmenter le moyen humain et matériel pour rattraper le retard et finir le chantier dans le respect du délai contractuel. L'ADR, maître d'ouvrage délégué de ce projet chargé du pilotage du projet, reste mobilisé pour mener à bien ces travaux de reconstruction. Pour sa part, le ministre s'est dit réjoui de cette visite et a rappelé l'importance que le gouvernement accorde à ce projet qui va contribuer à l'amélioration du niveau de service de la route du RN1. Enfin, le ministre a remercié les parties prenantes de ce projet pour l'accueil qui lui a été réservé et a exprimé sa disposition pour la réalisation de ce projet. Autre actualité de ce soir, mercredi 26 juillet 2023, la 15e promotion du stage international perfectionnement enquêteur de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a clôturé son stage lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par la substitut du procureur général en la personne Madame Leila Mohamed Ali. Organisé dans la salle de réception de l'I3PJ, l'événement a vu la participation de l'adjoint au préfet d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de la présidente de la cour d'appel, des attachés de sécurité intérieure et de défense de la France et de l'Éthiopie, le représentant du directeur général de la police, le représentant du directeur de la sécurité nationale, de la représentante de l'UNFD, du magistrat et un bon nombre d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Cette 15e promotion composée de 13 stagiaires venus des pays amis, mais aussi des forces de sécurité djiboutiennes, en l'occurrence la gendarmerie, la police, la sécurité nationale et la garde-côte, a reçu les diplômes, les insignes de l'I3PJ et des présents de la part des officiels. À la fin, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. En aparté, le colonel Zakaria Hassan Aden a félicité les récipiendaires pour leurs très bons résultats, les a exhortés à poursuivre leur engagement, à être des exemples dans leurs institutions respectives. Enfin, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale n'a pas manqué de souhaiter un bon retour dans leurs pays respectifs aux stagiaires des pays amis. Pour les discours officiels, la présidente de la major de la promotion a pris la parole pour résumer le programme riche dont ils ont bénéficié, dans laquelle a combiné théorie et pratique sur le terrain durant les semaines écoulées. Écoute. Ma qualité de présidente de promotion, c'est pour moi un immense honneur, mais aussi un plaisir que de pouvoir prononcer ces quelques mots au nom de mes collègues stagiaires devant cette illustre assemblée, à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise des diplômes de la 15e promotion de perfectionnement enquêteur. Permettez-moi tout d'abord, dans mon propos liminaire, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir permis de voir ce jour et d'être rassemblés ici à l'EI3PJ. Mesdames et messieurs, il y a juste 6 semaines, jour pour jour, nous, 13 stagiaires venant de 8 pays d'Afrique, en l'occurrence le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, pays hôte, la Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Mauritanie et la République du Congo, débutions ici à l'EI3PJ, cette grande et prestigieuse école qui est la consécration de l'excellence de la coopération entre 2 pays frères, Djibouti et la France, notre stage de perfectionnement enquêteur
en vue d'être outillés pour exercer les nobles fonctions d'enquêteurs. Aujourd'hui, au terme de ce séjour de stage, nous pouvons aisément tous affirmer que les objectifs visés ont été largement atteints. C'est dans un environnement exceptionnel, associant des infrastructures contemporaines et un plateau technique moderne, que nous avons reçu un enseignement de qualité, associant cours théoriques et cours pratiques. Pendant 6 semaines, nous avons bénéficié de moyens pédagogiques novateurs, basés sur l'apprentissage par la simulation, associant mannequins et exercices de mise en situation. Nos capacités ont été significativement renforcées dans les domaines de la déontologie, de la méthodologie, de l'organisation de l'enquête, des investigations judiciaires, de la rédaction des enquêtes, de l'observation, de la surveillance et de la filature, et de la gestion d'une scène d'infraction, pour ne citer que ces points-là. Le directeur de l'I3PJ, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, a dans son discours exposé de manière succincte le programme de ce stage. On écoute ses propos. Sur le plan régional, cette école forme et perfectionne les commissaires, les inspecteurs de police, les officiers de la police et de la gendarmerie, ainsi que des sous-officiers OPJ du continent africain et ceux de l'océan Indien. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, nous remercions ici, dans ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement et chef suprême des armées, sous son haute autorité, d'avoir permis l'installation et l'implantation de ces prestigieux centres d'excellence de la police judiciaire et de la criminalistique sur ces sols de havre de paix et de stabilité continentale. Dans une société complexe et en perpétuelle évolution, où les défis sécuritaires sont considérables, la doctrine de la police judiciaire est de permettre à ces peuples des pays d'Afrique et de l'océan Indien de vivre en harmonie sociale. La présidente de la cérémonie, Leila Mohamed Ali, a quant à elle évoqué l'importance du stage perfectionnement enquêteur. Voici la substitut du procureur général. Au gré de mes interventions au sein de cette dynamique institution, j'ai eu le plaisir de constater qu'outre ces visées internationales, la volonté de former l'ensemble des corps habilités à conduire des missions de police judiciaire semble se parachever. En effet, lorsque les modules d'enseignement sont délivrés de manière transversale aux divers corps institués, cela permet de tisser un réseau de professionnels, certes efficients dans leur domaine, mais aussi à collaborer avec d'autres interlocuteurs, compte tenu de leur socle commun de formation. D'autre part, l'approfondissement des techniques d'investigation est une composante indispensable à leur déploiement optimal, puisqu'impensable que les pouvoirs conférés par la loi puissent s'exercer
invariablement de la même manière. Les changements qui affectent nos sociétés se reflètent parfaitement dans les faits dont sont saisies les forces de l'ordre, justifiant ainsi pleinement le renforcement et le suivi de leurs capacités professionnelles. Dans le but de rationaliser et de simplifier le processus de déclaration des employés de paiement de cotisations sociales, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé aujourd'hui un événement informatif à l'hôtel Sheraton. L'événement avait pour objectif de présenter aux participants le nouveau système de télédéclaration et de télépaiement récemment mis en place. La principale intention de cette conférence était de familiariser les participants, en particulier les représentants des diverses banques, avec les procédures et les protocoles informatiques dédiés associés au nouveau système de télédéclaration et de télépaiement en exploitant les technologies modernes. La CNSS vise à rendre le processus de déclaration et de paiement des cotisations sociales plus efficace et convivial pour les employeurs et les entreprises. La conférence a vu une présence notable de participants, y compris des représentants des banques de la place. Parmi les participants clés figurait le directeur général de la CNSS par intérim, M. Abdelkader Dini Abdelkader. L'objectif principal de cette conférence était de veiller à ce que le secteur bancaire soit bien informé sur le nouveau système de la télédéclaration et des télépaiements récemment mis en place, en fournissant des informations détaillées sur les procédures et les protocoles. La CNSS visait à établir un partenariat solide avec les banques qui sont des acteurs clés dans la mise en œuvre et les succès de cette initiative. On écoute à présent un extrait de l'intervention du directeur général par intérim de la CNSS. C'est indubitable que l'ère numérique occupe une place croissante dans l'ensemble du globe. Et cela n'épargne pas le secteur de la sécurité sociale. Ainsi, la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti se doit de s'adapter à cette nouvelle réalité digitale afin de prodiguer à ses affiliés et employeurs des prestations plus efficientes, rapides et aisément accessibles. La transition vers les télédéclarations et les télépaiements des cotisations sociales confère maintes avantages. En premier lieu, cela permet de substantiellement réduire les délais de traitement en éliminant les contraintes inhérentes aux démarches physiques et aux procédures manuelles. Les employeurs peuvent désormais transmettre leurs déclarations de manière électronique, ce qui facilite la traçabilité, l'archivage et la vérification des données. De même, les travailleurs indépendants peuvent, de façon fluide et prompte, accéder à leurs comptes en ligne et s'acquitter de leurs cotisations. L'heure numérique offre également aux affiliés une meilleure expérience utilisateur. Ils peuvent accéder à leurs informations personnelles, consulter l'état de leurs cotisations et obtenir des relevés de comptes en temps réel. Ce gain de transparence, nous l'espérons, contribuera à renforcer la confiance envers les systèmes de sécurité sociale. De surcroît, la possibilité de formuler des réclamations en ligne accélère la procédure de traitement et assure des réponses plus promptes aux besoins des affiliés. Je voudrais rappeler que la numérisation et la dématérialisation des prestations s'imposent comme un impératif pour moderniser nos services, mais aussi pour protéger l'environnement en réduisant considérablement l'utilisation des papiers. À PK12 à présent, les contrôleurs sanitaires de la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire et la gendarmerie nationale de la brigade nord de PK12 ont procédé dans la matinée d'aujourd'hui, 27 juillet 2023, à l'inspection de l'entrepôt situé à la zone de PK12. En effet, il a été saisi une quantité importante des denrées alimentaires composées de riz, farine, mayonnaise, huile alimentaire et chips endommagés, périmés et impropres à la consommation humaine.
Par ailleurs, ces commerçants étaient mal intentionnés et pratiquaient des actes de falsification consistant dans le changement d'emballage et l'utilisation de la farine tamisée dans la production de pain de boulangerie afin d'induire les consommateurs en l'erreur. De ce fait, le LANA a rapidement fait appel aux forces de l'ordre, en l'occurrence la gendarmerie nationale, pour effectuer la saisie de l'ensemble de ces produits. De même, le LANA, en présence de la gendarmerie nationale, a procédé à la fermeture de ce local. Les prévenus et responsables de ces méfaits seront déférés devant la justice. Le laboratoire est toujours présent pour la répression des fraudes et assure le contrôle sanitaire des produits alimentaires mis sur le marché national dans l'ensemble du territoire. Nous sommes ici aujourd'hui suite à un contrôle qui a eu lieu depuis hier soir du service LANA en collaboration de la gendarmerie du PK12 Nord. Bon, ces éléments ont mis sur la main sur plusieurs produits périmés et surtout des aliments de première nécessité tels que le riz, les farines, ainsi de suite. Aussi, cette opération a permis à la saisie des matériels, des confections, des faux étiquetages pour modifier les dates de présomption ou les emballages. Donc, ces faits aussi graves, les auteurs seront poursuivis et déférés devant la justice. Direction le Nord, où le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migene, poursuit ses activités dans les localités de Orobor et d'Alaï hier mercredi 26 juillet 2023. Accompagné par ses proches collaborateurs et cadres de la région, ce déplacement a débuté par Orobor, où la délégation a été accueillie par le président par intérim du conseil régional, le député de la région, M. Kamel Hamed, les sages et la population locale, avec un accueil chaleureux. La réunion s'est tenue sous l'arbre à palabres de la localité. Le local général de la localité a ouvert la séance par le mot de bienvenue au préfet et à sa délégation. S'en est suivi les interventions des autres intervenants de la communauté. Parmi les doléances avec la communauté, il y a eu question de l'eau, la demande de construction de dortoirs au poste de santé, la création des activités génératrices de revenus dans ce coin. Après Orobor, c'est le village de Dalaï qui a accueilli à son tour la même délégation. Les intervenants ont soulevé leurs préoccupations au préfet. Les préoccupations posées où le problème de l'eau a été évoqué, la rémunération des employés non salariés et le renforcement des capacités de la coopérative du pêche de village. Le préfet a de son côté assuré à accompagner toujours les doléances de la communauté, mais il a également confirmé d'apporter des solutions rapides à résoudre la question de l'eau. Sport à présent, la délégation djiboutienne est arrivée à l'aéroport international de Kinshasa pour participer au 9e jeu de la francophonie. La délégation a été composée des entraîneurs et ainsi que des athlètes, dont un para-athlète. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la commission d'organisation de jeux. Ensuite, ils ont été conduits au village des Jeux où tous les pays participants à ces 9e Jeux seront hébergés jusqu'à leur date de retour. Du 28 juillet au 6 août, Kinshasa vibrera au rythme des talentueux artistes et sportifs venus des 5 continents pour représenter leur pays au 9e Jeu de la francophonie. Notre pays sera en liste en 3 disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le judo et le para-athlétisme. Dans l'actualité du monde, c'est le projet de la Société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro au Brésil, une entreprise privée. Le binôme a récupéré 60 hectares de la décharge située dans le quartier de Yardim Gramacho dans le but de dépolluer les eaux de la baie de Guanabara à Rio.
Grâce à sa capacité impressionnante d'absorption et de stockage de carbone bleu, la mangrove est la formation forestière la mieux adaptée à la restauration d'un écosystème marin et côtier en fin de vie. Une étude estime qu'un hectare de mangrove peut stocker entre 2 à 4 fois plus de carbone que le même hectare d'une autre végétation. Outre le rétablissement de la flore, la faune se refait également une santé avec plusieurs espèces de crabes, d'oiseaux et de poissons qui peuplent désormais cette zone. Il s'agit d'une étape modeste compte tenu de la taille de la baie, mais significative dans sa dépollution. Autre nouvelle mondiale, 24 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans l'accident d'un autocar mercredi matin dans le nord du Sénégal, a annoncé le ministre de l'Intérieur dans un nouveau bilan. Dans un paysage semi-aride où a eu lieu l'accident, la carcasse du bus accidenté est juste sur le bord de la route, broyée par l'effet du choc. Les objets de certains passagers sont encore visibles, a constaté d'un correspondant de l'AFP. De précédents bilans communiqués par le président Macky Sall et des sapeurs-pompiers avaient fait état respectivement de 23 à 22 morts et des blessés. 2 de ces derniers évacués dans des hôpitaux sont ensuite décédés, portant le bilan à 24 morts, a dit le ministre. Le véhicule arrivé d'une ville du nord du pays était en surnombre avec 76 personnes à bord, alors que sa capacité sur la carte grise était limitée à 60, a-t-il déploré, sans lier l'accident à ce dépassement de passagers. Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux de Louga et Saint-Louis-Nord, a-t-il ajouté. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.